Il est une figure emblématique de l'histoire du XVIIIe siècle. Roi au règne court, mais ayant sûrement marqué encore plus que ses prédécesseurs à jamais l'histoire de France. Un homme symbolisant une époque de changement, de renouveau et dont les retombées ont eu des impacts bien au-delà de nos frontières. Un homme s'étant retrouvé par un enchaînement d'événements inattendus sur le trône de France, mais ce qui devait être au départ pour lui une bénédiction va finalement se transformer en fardeau menant à sa perte. Un homme que l'on surnomme Louis-Auguste de France ou encore duc de Berry et ayant été roi de France et de Navarre. Je veux bien évidemment parler de Louis XVI. Louis-Auguste ou encore duc de Berry, car oui, Louis-Auguste était son vrai nom à la base, il n'est devenu Louis XVI que lors de son couronnement. Mais je vais continuer de l'appeler Louis XVI, comme ça vous évitera de tout mélanger. Donc Louis XVI est né le 23 août 1754 dans le prestigieux palais de Versailles à 6h24. L'enfant est né! L'enfant est né! L'enfant est né, monsieur! L'enfant est né! Hein? De quoi? L'enfant est né! Quoi? Maintenant? Il est 6h du mat? Ah putain, mais il pouvait pas arriver dans l'après-midi, non? 6h du mat, après la bringue que j'ai fait hier. Ah là, c'est pas possible, ça. Eh ben, allez me chercher vos habits, vous. Et donnez-moi un Doliprane, là, j'ai la tête comme ça, là. Et... Qu'est-ce qui vous fait rire? Votre tête, monsieur. Ma tête. Et qu'est-ce qu'il y a là, Si vous en parlez à quelqu'un, je vous bute. Il naît au sein de la prestigieuse famille des Bourbons. Famille des Bourbons qui est, sans trop me vouloir m'avancer, une des familles les plus puissantes et influentes de l'époque, ayant connu un nombre plus que conséquent de ducs, duchesses, princes et rois du genre Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI, Charles X, etc. Enfin bref, vous voyez de quel genre de famille je veux parler. Et si cette famille était si puissante, c'est parce qu'à l'époque, la passation de pouvoir, ça se faisait en famille, comme le sexe. N'importe quoi, lui. Vous savez ce que ça s'appelle, ça? Ça s'appelle un cliché. On n'est pas tous comme ça, vous savez. Oui, bon, d'accord, peut-être une fois. Mais c'était avec une cousine, et elle habite loin, donc ça compte pas. Et puis vous savez ce qu'on dit? Si c'est qu'une fois, ça compte pas. Si vous en parlez, je vous bute. Louis XVI est le troisième fils de Louis, dauphin de France, et de Marie-Joseph de Saxe. À sa naissance, il a une santé assez fragile durant les premiers mois de sa vie. On dit de lui qu'il a un tempérament faible et valétudinaire, ce qui veut dire qu'il tombe facilement malade. Oui, non mais je sais, mais vous êtes bien gentil. Mais vous savez, c'est pas si compliqué de gérer un royaume. Tu peux aller jouer avec les autres? Excusez-moi, 2 secondes. Bien sûr, Louis, va t'amuser, mais fais attention, tu sais que tu es fragile. Et souviens-toi, c'est pas parce que c'est joli que ça se mange. Allez, file, va t'amuser. Oui, bon, excusez-moi. Oui, alors je disais que vous savez, c'est pas... Oui, Papa, regarde comme il est beau. Mais bon, on apprend. Papa, gérer. Au niveau regarde. des batailles, j'ai beaucoup Papa. appris de... Bon, Louis, je parle, là. Oh, pas possible, ça. Bon, je disais que... Non, Louis, touche pas le chien, Louis. Oh, ça y est, le sida. Louis XVI grandit en famille dans l'opulence du palais de Versailles, élevé dans l'idée de sa destinée royale. Nous à Versailles, on y va pour visiter, lui, c'était sa cour de récré. Mais, Louis, enfin, où est-ce que vous allez comme ça? Ne vous inquiétez pas, Ferdinand, c'est normal. J'ai invité tous mes potes, on va faire un ventre glisse dans la galerie des glaces. Vous pouvez venir si vous voulez. Attendez-moi les mecs, j'arrive. Cependant, son éducation fut souvent critiquée pour son manque de préparation aux réalités politiques et sociales de l'époque. Ce qui peut paraître normal, car au départ ce n'était pas du tout prévu qu'il finisse roi. Mais ça, vous allez le voir par la suite. Et ouais, au départ je voulais faire plombier, mais le destin a voulu autrement et j'ai fini roi, comme mon grand-père. C'est pas si mal au final. Non, je déconne, plombier c'est un métier pour les pauvres. Ferdinand, où est mon café? J'attends. Le temps passe, le jeune Louis grandit tranquillement dans le palais de Versailles jusqu'à un moment où il va devoir intégrer la vie politique et sociale plus rapidement que prévu. En 1770, il sera marié de force, entre guillemets, à Marie-Antoinette d'Autriche. Quand je dis de force, c'est parce que c'était un mariage arrangé dans le but de renforcer les liens entre l'Autriche et la France. Et qu'à ce moment-là, Louis XVI n'avait que 15 ans et Marie-Antoinette 14. Néanmoins, ils resteront quand même mari et femme jusqu'à la fin de leur vie et auront ensemble 4 enfants, Marie-Joseph, Charlotte, Louis-Charles, Louis-Joseph et Marie-Sophie Béatrice. Ouais, alors, je vous rassure, c'est pas moi qui choisis pour les noms. Hein. Malheureusement, on l'a fait au Shifumi et j'ai tout perdu. Marie-Thérèse, Charlotte, putain. Pauvre gosse. Et anecdote plutôt intrigante, j'ai envie de dire, c'est que durant les célébrités de leur mariage, le dernier jour des célébrités qui se déroulait le 30 mai, un incendie s'est déclaré lors d'un feu d'artifice, causant la mort de 132 personnes et des centaines de blessés. Et heureusement pour eux, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Marie-Antoinette ayant été prévenue avant son arrivée, et Louis XVI n'étant tout simplement pas venu, car il était, je cite,
las de ses festivités. En gros, il en avait ras le cul de célébrer son mariage, donc il n'est pas venu. Ce que je peux comprendre, car pour 90% des gens, aujourd'hui, le mariage ça se fait en une journée, mais eux, c'était sur plusieurs semaines. Monsieur Louis-Auguste, vous devez être présent pour les derniers jours des festivités. La foule vous réclame, et c'est votre mariage quand même. Non, non, non et non, Ferdinand, ok? Ça fait déjà 2 semaines que ça dure, j'ai la panse qui est comme ça, et en plus, les feux d'artifice ne me plaisent guère. Donc, hein? Et puis en plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Hein? Allez, circulez, Ferdinand. Bien sûr, monsieur. Et oui, effectivement, 2 plus 2 semble bien faire 4. Monsieur, Monsieur, c'est un désastre qui s'est passé. Une boucherie, un massacre, une tuerie, une hécatombe, une flinguerie, une désasterie. Oui, bien parlé, bon sang, parlez, qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion, place de la Révolution, boum, 132 morts. C'est horrible. Ah merde alors. Et Marie-Antoinette était-elle comprise dans le lot? Quel lot, monsieur? Eh bien, des 132 morts. Non, monsieur, heureusement pour elle, elle n'était pas encore arrivée. Elle avait été prévenue avant. Eh merde, elle pouvait pas arriver avant celle-là. Je vais encore devoir me la farcir. Bon, eh bien merci Ferdinand. Vous pouvez circuler. Et que la place soit faite propre pour demain. J'ai des souliers tout neufs. Louis XVI continue de grandir normalement, ne manquant de rien, éduqué par les meilleurs éducateurs du royaume. On dit de lui qu'il est timide et réservé. À l'origine destiné à une carrière ecclésiastique, un enchaînement d'événements inattendus vont venir changer radicalement ses plans de carrière. La mort prématurée de son grand frère, le duc de Bourgogne, en 1761, à l'âge de 9 ans, de son père, Louis de France, en 1765, à l'âge de 36 ans, et enfin de son grand-père, le roi Louis XV, en 1774, à l'âge de 64 ans, va le propulser sur le trône de France à seulement 19 ans, chose à laquelle il n'était pas du tout préparé. Ouais, non, je pense que dans cette position, ça pourrait le faire. Va falloir que j'en parle à Marie. Monsieur Louis-Auguste! Oui, qu'y a-t-il? Monsieur, c'est horrible ce qui vient d'arriver. Ah non, ne dis pas que Marie a encore rayé la calèche. Ça fait déjà 3 fois ce mois-ci. Non monsieur, c'est bien pire hélas. Votre frère est mort, votre père aussi, et votre grand-père vient de clamser hier soir. Toutes mes condoléances, monsieur. Mais c'est horrible. Putain, mais comment je vais faire pour... Attendez, ça veut dire que je suis le nouveau roi? Oui monsieur. Oh putain, mais c'est génial. Grosse soirée ce soir au palais. Allez hop, Ferdinand, où est-ce que mon père a rangé la boule à facettes? Et chose intéressante à noter, lui qui devait au départ s'appeler Louis-Auguste Ier, comme la logique le voudrait, étant donné qu'il s'appelait Louis-Auguste, finalement décidera de se renommer Louis XVI afin d'être dans la continuité de son grand-père, Louis XV. Bah ouais, mais c'est normal aussi. Louis-Auguste Ier, personne n'a envie de s'appeler comme ça. Pour qui je passe, moi, après, hein? Si seulement t'avais été meilleur au Shifumi que moi, papa. Malheureusement pour lui, l'accession au trône de France, qui devait être au départ une chance, une bénédiction, va se transformer petit à petit en un fardeau. Héritant d'un royaume au bord de la banqueroute, son règne sera marqué par des crises financières majeures. Dès son accession au trône en 1774, Louis XVI se retrouve confronté à une situation financière du pays désastreuse. Et comment ça, y a plus de budget pour faire la fête? Vous vous foutez de ma gueule, Ferdinand? Néanmoins, il ne se laissera pas abattre et tentera par tous les moyens de redresser les comptes du pays. Ses premières actions seront de diminuer les dépenses de la cour. Il diminuera les dépenses liées aux frais de bouche, qui sont les dépenses liées au repas, les dépenses liées à la garde-robe. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Et Tam? Non mais où est-ce qu'elle est allée acheter ça? Louis, Oui, quoi? regarde ce que je me suis acheté pour toi. Bah, tu remarques pas? Non, je suis désolé, je vois pas. Et tu vois pas ma nouvelle tenue, non? Ah oui, tiens, une tenue rose. Et c'est vrai que t'en avais pas encore des comme ça. C'est bien, t'as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel maintenant dans la garde-robe. Hein. Les fleurs poussent plus vite, c'est bien ma chérie. Ouais, bon c'est bon, allez, j'ai compris, t'embête pas. C'est toujours pareil avec toi. Attends, Hein. Poussin, ça va, je rigolais, oh, reviens. Et dis-moi, t'as acheté ça où? Chez Louis Vicon. Louis Vicon! Eh non mais attends, tu sais qu'on doit réduire les dépenses du royaume? Ça t'a coûté combien cette merde? J'espère que t'as gardé le ticket. Il réduira aussi les dépenses du département des menus plaisirs, qui est le département lié au plaisir du roi, comme les festivités, les célébrités, etc. Il réduira aussi les équipages de chasse, comme ceux du daim et du sanglier, et réduira le nombre de mousquetaires et gendarmes affectés à la protection du roi. Et même si c'est vrai que son règne a été relativement court, il aura quand même le temps de lancer plusieurs réformes financières, mais qui échoueront toutes face au blocage du Parlement, du clergé, de la noblesse et de la cour. Ouais, ok, Mon d'accord. roi. Oui, Ferdinand? La bataille contre l'Angleterre est un franc succès. Nos troupes ont écrasé l'ennemi. Ah, eh bien voilà une bonne nouvelle. Alors on va fêter ça. Dites à tout le monde que j'organise une soirée ce soir au palais. Alors, oui, alors il y a aussi une mauvaise nouvelle, mon roi, c'est qu'on n'a plus une thune. Donc à partir de maintenant, c'est salade de tomates pendant 4 mois. Quoi? Mon emploi mois de décembre? Je sais, mon roi. Vous savez ce que c'est la guillotine, Ferdinand?
Il sera, par exemple, un des premiers à faire évoluer le droit des personnes. Il tentera d'initier l'abolition de la torture et du servage et remportera une grande victoire militaire face à l'Angleterre à travers son soutien actif aux indépendantistes américains. Mais malheureusement, malgré toute sa bonne volonté de vouloir redresser les comptes du pays, rien ni personne ne pourra endiguer la crise économique dont le pays fait face. Les guerres coûteuses, en particulier la participation française à la guerre d'indépendance américaine qui a duré 7 ans, ont exacerbé les problèmes budgétaires du royaume et laissé la France lourdement endettée. Louis XVI, malgré sa bonne volonté et sa bienveillance, se révélera incapable de résoudre les problèmes économiques du pays. La dette croissante et la pression fiscale sur les classes défavorisées ont engendré nombre de famines et suscité un mécontentement croissant parmi la population. Soucieux du bien de son peuple et dans le but de résoudre cette crise, il lancera en 1789 une convocation des États généraux pour tenter de refinancer l'État. Et malgré toutes ses bonnes intentions, cette tentative pour relancer l'économie va petit à petit se retourner contre lui et mener à un processus irréversible vers la Révolution française. Les tensions politiques, économiques et sociales ont culminé avec la formation de l'Assemblée nationale constituante. Et qui dit Assemblée nationale dit aussi changement et renouveau. Et changement plus que conséquent, puisqu'ils vont mener la France vers la fin de la monarchie absolue, et donc la fin du pouvoir absolu de Louis XVI. Purée, saloperie de révolutionnaire. Je savais que ça allait partir en steak à un moment ou un autre. Je suis votre roi, bordel. Vous me devez le respect. Ta gueule! Le roi, voyant que la situation est en train de dégénérer et de tourner petit à petit à son désavantage, se retrouve de plus en plus isolé. Ferdinand? Ferdinand, où êtes-vous? Eh, vous savez que je rigolais pour la guillotine, hein, faut pas m'en vouloir. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée le 26 août 1789. Elle affirme les droits et libertés dont doit disposer tout être humain dès sa naissance, ce qui va rapidement remettre en question la légitimité du pouvoir monarchique. Louis XVI et sa famille sont dans un premier temps forcés de quitter Versailles, qui est le symbole même de la royauté, pour Paris en 1789. Et Louis XVI semble alors accepter de devenir un monarque constitutionnel. Un monarque constitutionnel, c'est en gros quelqu'un qui est élu chef de l'État, mais où une constitution limite ses pouvoirs. C'est pour ça qu'on passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle, pour qu'il n'y ait plus qu'une seule personne qui dirige. Alors, ouais, ok. Doit diminuer les dépenses du royaume. De toute façon, ça fait 4 mois qu'elle bouffe des tomates, donc ok. Ne dispose plus du pouvoir absolu et n'est plus le seul à prendre les décisions. Excusez-moi, Oui, qu'est-ce qu'il y a? il doit y avoir une erreur à la case 3. Non monsieur, tout a l'air bien correct. Bon, d'accord, lui il se fout de ma gueule. Écoute-moi bien, fils de chien, hein. Déjà c'est Louis XVI, c'est pas monsieur. Ensuite tu vas te dépêcher de m'enlever cette case, sinon je vais t'envoyer finir ta vie au cachot. C'est bien compris? Garde, emmenez-le s'il vous plaît. Ok. T'es à dire en affaire, toi? Ok, j'ai compris. Nouvelle proposition. Si tu m'enlèves cette case, je te donne ma femme. Et elle est pas farouche. Eh oh, mais je t'entends, connard! Les semaines passent et avec elles s'accompagne une augmentation des tensions dans le pays et surtout à Paris. Une révolution semble alors inévitable et elle aura bien lieu quelques semaines plus tard, durant cette même année de 1789, ce qui s'avérera être un tournant majeur dans la vie de Louis XVI. Craignant un complot contre la Révolution, les Parisiens se soulèvent et marquent à jamais l'histoire de France et peut-être même du monde grâce à cet acte inédit et unique en prenant la Bastille le 14 juillet 1789. Cette journée historique symbolise le début d'une ère de changement, la fin de l'Ancien Régime et modifier à jamais la trajectoire politique, économique et sociale du pays. L'équilibre est quand même maintenu pendant quelques mois. Prisonnier de ses contradictions et toujours opposé à des réformes profondes car ne voulant pas perdre tous ses privilèges liés à la royauté, Louis XVI va commettre l'irréparable. Avant la promulgation de la nouvelle Constitution de 1791, qui fait de lui le dernier roi de France de la période dite de l'Ancien Régime, il tentera de fuir avec sa famille royale la capitale, espérant trouver du soutien à la frontière avec le Luxembourg. Allez, vite, il faut partir. On va se faire guillotiner. Purée, mais je t'avais dit que ça allait nous foutre dans la merde, t'es en bas de 3000 balles. Tiens. Mais grave dans le carrosse, bon sang. Attends, je viens t'aider. Ah, purée, mais est-ce que t'es lourde? T'as dû me coûter cher en bouffe aussi. Ferdinand, venez m'aider. Mais ce qui s'avérait être au départ une bonne idée va finalement se retrouver être la pire qu'il aurait pu avoir et va se faire arrêter à Varennes. L'échec de cette fuite a un retentissement important dans l'opinion publique, sapant davantage la confiance du peuple en sa capacité à diriger le pays
tout en renforçant les suspicions quant à sa loyauté envers la Révolution. Il sera fait prisonnier et enfermé au palais des Tuileries. Et malgré toute cette mésaventure, il continuera d'espérer à une issue pacifique de la situation. Car bon, c'est quand même le roi, bordel. Non mais c'est pas possible, ils vont forcément venir nous libérer. On va pas rester accroupir ici quand même. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut sortir? Allô? C'est Louis XVI qui vous parle. Ta gueule! Devenu maintenant roi constitutionnel de force, Louis XVI contribuera activement au déclenchement d'une guerre en avril 1792 entre les monarchies absolues des pays voisins se dirigeant vers Paris pour rétablir la monarchie et les révolutionnaires. Néanmoins, cela aura l'effet inverse car la progression des armées étrangères et monarchistes vers Paris provoquera lors de la journée du 10 août 1792 le renversement de la monarchie par les sections républicaines, puis précipitera son abolition. Le 10 août, la foule des sans-culottes envahit le palais des Tuileries où Louis XVI est emprisonné avec sa famille. Ah bah voilà, enfin des gens sensés. Ouh, je suis là. C'est moi, Louis XVI. Le pouvoir est alors détenu par la Convention nationale et lors de la première séance officielle, la Convention nationale déclare l'abolition de la royauté en France. La première république est alors proclamée. Le procès de l'ancien roi peut désormais commencer le 11 décembre 1792. Il est jugé en tant que simple citoyen et reconnu coupable de conspiration contre la liberté publique et la sûreté générale de l'État. La fin de Louis XVI est tragique. Jugé coupable d'intelligence avec l'ennemi, celui qui est appelé par les révolutionnaires Louis Capet est accusé de trahison envers la nation et condamné à mort. Oh, attendez, monsieur le juge, je peux tout vous expliquer. C'est ma femme le problème. Elle a un problème d'achat compulsif. Elle n'a pas arrêté d'acheter des souliers et robes chez Louis Vuitton avec l'argent du royaume. Et c'est ça qui nous a foutu dans la merde. En plus, elle a pris pas mal de poids ce mois-ci. Et je suis sûr que c'est parce qu'elle pique dans le frigo la nuit. Eh oh, non mais tu t'es regardé, connard! Avec tes chasses à l'écureuil à 5000 louis d'or là? La dernière fois, monsieur le juge, il est revenu complètement torché d'une chasse à 2h du mat. Et ce gros gigolo là, il a pété un tableau dans les 4. 200 000 écus qui valait le machin. Ruiné, mort à cause de ce gros ivrogne. Ne l'écoutez pas, monsieur le juge. Sa cervelle lui fait défaut depuis son plus jeune âge. Mais malgré toutes ses tentatives et sa bonne volonté, ses erreurs du passé le succèdent et le 21 janvier 1793, Louis XVI est exécuté par la guillotine, place de la Révolution à Paris, marquant pour la première fois dans l'histoire qu'un roi est exécuté par son propre peuple. Et ce qui est plutôt comique, c'est que c'est sur cette même place qu'a eu lieu la fin des célébrités de son mariage avec Marie-Antoinette. Là où il y a eu l'explosion lors du feu d'artifice. Ah là là, que de souvenirs. Je savais que c'était un voyage de merde. À 10h12, Louis XVI monte sur l'échafaud et s'installe à genoux, le cou sous le couperet de la guillotine. Ses derniers mots seront « Peuple, je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce qu'on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. » La foule hurle, l'accable, lui lance des injures, et seul un miracle pourrait venir stopper cette folie. Malheureusement pour lui, rien ni personne ne viendra empêcher cette mise à mort, et à 10h22, le couperet tombe. Le roi est décapité. Sa mort emporte avec lui la fin d'une ère de monarchie, symbolisant le début d'une ère de changement. Non mais attendez les gars, on peut discuter 2 minutes, non? Cool. Non, attendez, je peux vous donner ma femme si vous voulez. Et j'ai plein de tomates à la maison. Et... Cette journée historique a profondément marqué l'histoire et symbolisé la rupture avec l'Ancien Régime. L'héritage de Louis XVI est souvent complexe et débattu. Certains le voient comme un monarque bien intentionné, mais impuissant, victime des circonstances et des forces qui le dépassaient. D'autres le considèrent comme un symbole de l'oppression monarchique et de l'arrogance de la noblesse, responsable des inégalités sociales de l'époque. Cependant, il convient de noter que le roi a hérité d'une situation difficile, exacerbée par les erreurs de ses prédécesseurs et les circonstances économiques et politiques du pays. Sa personnalité bienveillante et son désir de réforme ont été entravés par des forces incontrôlables. Louis XVI demeure une figure clé et complexe de l'histoire française, victime des circonstances tumultueuses de son époque. Sa vie et sa mort reflètent les profonds changements politiques et sociaux de la Révolution française. Que l'on voit Louis XVI comme un monarque tragique ou comme un symbole décadent de l'Ancien Régime, son impact sur la Révolution française et sur la trajectoire ultérieure de la France reste indéniable. Bah ouais, mais c'était perdu d'avance aussi, personne n'en voulait de cette place. Mon père et mon frère sont morts avant d'accéder au trône, on m'a marié de force avec l'autre dinde là, et je suis arrivé dans le royaume, il n'y avait plus une thune, donc non, c'était plié d'avance quoi. Louis, maintenant qu'on est mort, va falloir qu'on s'explique toi et moi. Oh, Comment ça j'ai pris du poids? Elle m'a suivi jusque là. Louis, viens ici. Oh, fais chier. Louis,
Et voilà l'équipe, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et pour que je sache si vous êtes un vrai qui est resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à écrire la Bastille en commentaire. Et si jamais je vous ai appris des petits trucs, mais écoutez, le meilleur moyen de me remercier, c'est de vous abonner et de lâcher un petit like, ça ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Cozy, et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao!